Certains tueurs en série sont connus pour choisir des victimes ayant un trait commun, d'autres pour une méthode spécifique. C'est le cas de Herbert Baumeister, l'étrangleur de l'autoroute I-70. Au total, Herb a été reconnu coupable de 27 meurtres sur une période de 16 ans, et il s'agit des cas dans lesquels la police a trouvé des preuves à l'appui des accusations. Car pour autant que l'on sache, il pourrait y avoir eu encore plus de victimes entre les mains de Herb. Mais qu'est-ce qui a poussé Herb à agir de la sorte? Qu'est-ce que toutes les victimes avaient en commun? Et quelle est l'erreur qui lui a permis de se faire prendre? Restez à l'écoute car c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Commençons. Mais d'abord, si vous pouvez vous abonner et nous donner un like, j'apprécierais vraiment. Cela ne coûte rien et aide énormément notre chaîne. Herbert Baumeister est né le 7 avril 1947 à Indianapolis, aux États-Unis, de Herbert et Elizabeth Baumeister. Aîné de 4 enfants, son père était anesthésiste et, peu après la naissance de son jeune frère, la famille a déménagé dans une banlieue de l'État de l'Indiana, où, selon certaines sources, Herb a eu une enfance normale. Cependant, à l'adolescence, quelque chose a changé en lui et il est devenu obsédé par les choses dégoûtantes. Il a développé un sens de l'humour macabre et, au fil du temps, a également perdu son sens moral. À l'époque, des rumeurs circulaient selon lesquelles il urinait sur le bureau de son professeur et apportait des animaux morts à l'école. Au fil du temps, ses camarades de classe ont commencé à s'éloigner de lui, craignant son comportement troublant et instable. L'école a tenté d'intervenir en appelant les parents de Herb à plusieurs reprises. Reconnaissant que quelque chose n'allait pas chez leur fils, ils l'ont emmené passer un examen médical qui a révélé que Herb était schizophrène et souffrait d'un trouble de la personnalité multiple. Pour autant que l'on sache, Herb n'a reçu aucun traitement pour tout cela, car à l'époque, la médecine passait des traitements par électrochoc aux traitements médicamenteux, qui étaient beaucoup plus coûteux. Herb a poursuivi ses études et a même rejoint l'équipe de football de son école. Mais lorsqu'il a commencé à être rejeté par les autres joueurs, il a fini par sombrer dans une spirale encore plus profonde de comportements étranges et de solitude. Et c'est ainsi qu'il a terminé le lycée, complètement seul. Sous la pression de son père, il entre à l'université d'Indiana. Mais comme il est également exclu du milieu universitaire en raison de son comportement étrange, il finit par abandonner au bout d'un semestre. Cependant, toujours sous la pression de son père, il retourne sur le campus en 1967, où il suit un autre semestre avant d'abandonner à nouveau, mais sans avoir rencontré Juliana Steiter, professeure de journalisme dans un lycée et étudiante à temps partiel à l'université. Leur relation s'est rapidement développée et ils ont commencé à se fréquenter parce qu'ils partageaient les mêmes valeurs conservatrices et politiques, ainsi que le rêve de créer une entreprise et de devenir des entrepreneurs prospères. En 1971, ils se marient, mais 6 mois plus tard, Herb est envoyé dans un établissement psychiatrique pour des raisons qui n'ont jamais été élucidées, et il y reste 2 mois. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas ruiné leur mariage, car Juliana a continué à tomber amoureuse de lui malgré son comportement étrange, l'accueillant à bras ouverts lorsqu'il est parti. Lorsqu'il est devenu évident qu'une carrière universitaire n'était pas faite pour Herb, son père lui a trouvé un emploi de copiste au journal Indianapolis Star. Il s'agit d'un poste subalterne, mais il est très enthousiaste, ce qui le rend encore plus ennuyeux aux yeux de ses supérieurs, car il cherche toujours à obtenir l'approbation à tout prix. En l'absence d'approbation, les relations avec ses collègues se sont détériorées, ce qui a poussé Herb à quitter le journal pour un poste au bureau des véhicules à moteur. Au lieu de toujours rechercher l'approbation d'une manière enfantine, il a commencé à agir de manière plus arrogante, comme s'il simulait le comportement d'un superviseur. Cette attitude a de nouveau fait sourciller ses collègues, qui ont commencé à le considérer comme excentrique, mais pour des raisons différentes. Une année, lui et un collègue de travail sont apparus dans la carte de Noël de l'entreprise habillés en travesti, ce qui a fait naître la rumeur qu'il était peut-être homosexuel.
Après 10 ans dans l'entreprise, malgré ses mauvaises relations avec ses collègues, il est reconnu comme un entrepreneur intelligent qui produit des résultats et est promu directeur de programme. Cependant, moins d'1 an après avoir gravi les échelons, il finit par être licencié pour avoir uriné sur une lettre adressée au gouverneur de l'Indiana, jetant ainsi toute sa carrière à la poubelle. Entre-temps, Herb et Juliana ont fondé une famille et ont eu 3 enfants, Maria, Erich et Emily. Tout s'est très bien passé lorsqu'il travaillait chez BMW, ce qui a permis à Juliana de se consacrer exclusivement à son rôle de mère. Cependant, lorsqu'il a perdu son emploi, elle a dû reprendre le travail tandis que son mari ne parvenait pas à se réinsérer sur le marché, ce qui a pris du temps, car bien qu'il soit un mari et un père attentionnés, Herb s'est mis à boire beaucoup et même à fréquenter des bars gays. Lorsqu'il est revenu sur le marché du travail, Herb a fini par accepter un emploi dans une friperie, qu'il considérait au départ comme un poste inférieur à celui qu'il occupait. Mais avec le temps, il a fini par y voir une possibilité de gagner beaucoup d'argent, et il s'est donc concentré sur l'apprentissage de l'activité. En 1988, empruntant $4 000 à sa mère, il ouvre le magasin Savalot avec sa femme. À la surprise générale, les bénéfices explosent et, en l'espace de 3 ans, ils deviennent riches. En 1991, ils ont emménagé dans la maison de leurs rêves, un ranch dans la banlieue d'Indianapolis, et Herb est devenu un homme respecté et prospère au sein de la communauté locale. Cependant, comme c'est le cas dans de nombreuses entreprises familiales, les disputes d'une chose en entraînent une autre, ce qui finit par affecter le mariage entre Herb et Juliana, qui entament une procédure de séparation dans les années qui suivent. Les magasins Savalot ont la réputation d'être très propres et organisés, mais on ne peut pas en dire autant de la maison Baumeister. Le terrain est envahi par les mauvaises herbes et l'intérieur de la maison est sale et désordonné. De plus en plus souvent, Juliana part avec les enfants chez sa mère, ne laissant derrière elle que Herb, qui dit rester pour s'occuper des magasins, mais qui, en réalité, fait tout autre chose. En 1994, le fils cadet de la famille, Eric, jouait dans un bois derrière la maison lorsqu'il a trouvé un squelette humain partiellement enterré. Il l'a montré à sa mère, qui l'a ensuite montré à Herb. Il lui dit que son père avait utilisé des squelettes lorsqu'il faisait des recherches en tant qu'anesthésiste, et qu'après en avoir trouvé un dans le garage de son ancienne maison, il avait décidé de l'enterrer là. Et comme l'explication était plutôt convaincante, elle le crut. Cependant, cela a renforcé les soupçons qui pèsent sur Herb, qui, après avoir ouvert le 2e magasin, a vu son entreprise perdre de plus en plus d'argent. Au fil du temps, le désordre qui régnait dans le ménage Baumeister a commencé à se répercuter sur l'entreprise, et Herb ne pouvait manifestement pas y faire face, car il passait souvent des heures à pleurer devant la piscine ou à disparaître dans des bars gays à l'insu de sa famille. Alors que les Baumeister tentent de réparer leur entreprise et leurs relations, une grande enquête sur les disparitions se met en place à Indianapolis, menée par le shérif à la retraite Virgil Vandagriff. En juin 1994, il est engagé pour enquêter sur la disparition d'Alan Broussard, qui a disparu après avoir quitté son domicile pour aller passer la nuit dans un bar gay local. Une semaine plus tard, un autre appel avec la même demande parvient à l'enquêteur, qui se rend vite compte que les 2 affaires sont liées. Il commence alors à distribuer des affiches dans les bars gays de la ville et, en interrogeant certains habitués, il découvre que Roger Goodlet, le second disparu, a été vu montant dans une voiture bleue le jour de sa disparition. Lorsque la nouvelle de l'enquête a commencé à circuler, le rédacteur en chef d'un magazine d'Indianapolis a contacté Virgil pour lui signaler que les disparitions d'homosexuels étaient des fréquentes dans la ville. Parallèlement, l'enquêteur a appris qu'une affaire similaire était en cours dans l'État voisin de l'Ohio, où des corps avaient été retrouvés abandonnés sur l'autoroute I-70, 4 d'entre eux étant originaires de la région d'Indianapolis. Et alors qu'il semblait que l'histoire ne pouvait être plus étrange, le détective a été contacté par un homme anonyme qui a déclaré qu'il était sûr d'avoir croisé le chemin de la personne responsable de la disparition de Goodley. Dans sa déclaration, il dit avoir rencontré un homme qui s'est présenté sous le nom de Brian et, après avoir bu un verre ensemble au pub, s'être rendu chez lui.
La description de la maison et de la piscine correspondait à celle de Herb et, une fois sur place, Brian aurait offert de nombreuses boissons à l'homme anonyme qui, après avoir refusé, a été invité à une séance d'asphyxie auto-érotique. Bien qu'il ait accepté de s'exercer sur Brian, il s'est vite rendu compte que ses intentions étaient plus violentes, ce qui l'a amené à faire semblant de s'évanouir, poussant Brian à le relâcher. Lorsqu'il a ouvert les yeux, Brian a fait semblant d'être inquiet, puis a mis fin à la séance, en leur donnant rendez-vous, mais sans les revoir depuis. Croyant l'histoire de l'homme anonyme, le détective a contacté l'agent Mary Wilson de la police. Pour tenter de découvrir la véritable identité de Brian, ils ont utilisé la base de données de la police pour retrouver la plaque d'immatriculation fournie par l'appelant anonyme et sont parvenus au nom de Herbert Baumeister. Ils ont commencé à enquêter sur Herb, qui a refusé d'autoriser la perquisition de son domicile. La police tente alors d'obtenir un mandat de perquisition, qui est refusé car il n'y a pas assez de preuves pour suspecter Herb. Cependant, les mois suivants ont été encore plus difficiles pour la famille, car Herbert a semblé souffrir d'une dépression émotionnelle dès qu'il a été approché par la police, et la situation n'a cessé de s'aggraver. La négligence de l'homme d'affaires a entraîné l'annulation d'un important contrat pour le magasin, ce qui a définitivement ébranlé leur mariage, ainsi que la loyauté de Juliana à l'égard de son mari. L'image du squelette revient à l'esprit de la femme d'affaires, qui décide de demander le divorce et d'en parler à l'inspecteur Wilson. Ainsi, un jour où Herb était sorti avec son fils Erich pour rendre visite à sa mère, elle appela la police et lui permit de fouiller la propriété familiale, y trouvant bien des surprises. Dès leur arrivée, les policiers identifient des fragments d'ossements retournés dans la terre, ce qui les incite à commencer immédiatement à creuser. Dès les premières recherches, ils trouvent plus de 5500 fragments d'os et de dents provenant de 11 hommes différents, dont Roger Goodley. Juliana a alors commencé à paniquer, craignant pour la sécurité d'Eric. Une fois le garçon en sécurité, la découverte des ossements a été annoncée à la presse, ce qui a entraîné la disparition d'Herb. Un peu plus d'une semaine plus tard, son corps a été découvert dans sa voiture à Pinery Park, au Canada. Il s'est suicidé d'une balle dans la tête et, dans la lettre qu'il a laissée, il explique qu'il s'est suicidé à cause des problèmes de son entreprise et de l'échec de son mariage, sans mentionner les hommes disparus ni sa vie nocturne. Avec l'aide de son ex-femme, les enquêteurs sur les meurtres découverts sur l'autoroute I-70 ont pu rassembler des éléments prouvant la présence d'Herbert dans la région au moment des meurtres. Autre détail qui semble renforcer la théorie, les corps ont cessé d'apparaître sur l'autoroute à peu près au moment où la famille a déménagé dans le ranch où elle vivait, où il y avait un grand terrain pour les cacher. Cela a conduit la police à clore l'enquête, désignant Herbert Baumeister comme responsable de 27 meurtres. Et le plus étrange est qu'il a réussi à continuer à mener une double vie pendant longtemps sans éveiller de soupçons sérieux, même de la part de sa femme. Il semble que ses victimes étaient toujours des hommes homosexuels d'une trentaine d'années et que sa méthode était la pendaison, ce qui fait d'Herbert Baumeister l'un des meurtriers les plus excentriques jamais enregistrés dans l'histoire.